Bonsoir mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, chers internautes de Média France TV. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Sans langue de bois. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Marwan Mohamed, ancien porte-parole du CCF, mais actuellement tu es dans une toute autre démarche. On aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Donc tout d'abord on te souhaite la bienvenue. Merci. Bienvenue à Strasbourg. Merci beaucoup. Et surtout d'avoir fait le déplacement de la région d'Île-de-France à Strasbourg. Alors je pense que j'ai plus besoin de te présenter sur un plateau de télé. Je pense que tu es suffisamment connu et reconnu à Strasbourg et en France d'une manière générale. Marwan Mohamed est un leader de la communauté musulmane, est un faiseur d'opinion. Il est engagé depuis de nombreuses années sur les questions d'islamophobie, mais surtout sur la question de la défense, de la dignité et des intérêts de la communauté musulmane. Et je vais rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Donc, en tant qu'ancien porte-parole du CCF, quel est ton regard sur la situation de l'islamophobie en France, surtout après les affaires de Menel et de la présidente de l'UNEF, de Mariam Pougetou. Alors, il y a une situation qui est contrastée. D'une part, on a une régression des actes de violence islamophobe et des actes de discrimination islamophobe du point de vue des discriminations individuelles. Donc ça veut dire que les sanctions qui ont été prises et le travail du CCIF depuis sa création en 2003 jusqu'à aujourd'hui, eh bien ces sanctions et ce travail ont un effet efficace et dissuasif sur les comportements. Donc ça, c'est du point de vue de la phénoménologie islamophobe. Et en même temps, on voit que jamais les débats sur les questions d'islam et sur les questions qui touchent aux musulmans n'ont été aussi tendus. Et les exemples que tu évoquais à l'instant, que ce soit avec Menel, que ce soit avec Mariam Pougetou, que ce soit avec toute personnalité musulmane qui s'exprime dans l'espace public, eh bien ces polémiques-là, elles donnent lieu à des débats très tendus, à des tensions, à des mises à l'index de ces personnalités-là. Donc on est dans une situation paradoxale où, d'une part, sur le terrain, les choses avancent et le travail de prévention et de lutte contre l'islamophobie fonctionne. D'autre part, dans l'espace de représentation, donc dans l'espace médiatique et l'espace politique, eh bien jamais les musulmans n'ont été autant au cœur des discussions et autant au cœur du problème que certains veulent construire autour d'eux. Et pourquoi ? Parce qu'il y a deux dimensions dans le racisme. Il y a une dimension au racisme, et l'islamophobie, elle n'est qu'une forme contemporaine de racisme qui vise la religion des personnes, la religion réelle ou supposée. Et donc dans le racisme, il y a deux dimensions. Il y a une dimension qui est l'espèce de racisme crasse, ignorant, qui aboutit parfois à des mauvais comportements de la part d'individus qui voient une femme voilée dans la rue, qui vont avoir envie de lui arracher, ou qui s'érigent en libérateur ou en libératrice des musulmanes et qui vont avoir ce type de comportement. Et celui-ci, il se règle à la fois par prévention et aussi par répression, par sanction, en créant des exemples dissuasifs. Donc ça, c'est la première dimension du racisme. La deuxième dimension du racisme, elle est profondément liée au pouvoir, au fait que des minorités que parfois on a dominées, contrôlées, mises à l'index pendant des générations, dès que ces minorités ou des individus issus de ces minorités vont participer dans des postes à responsabilité, dans des postes à forte visibilité, eh bien on touche à une dimension du pouvoir, en l'occurrence le pouvoir de s'exprimer, le pouvoir, comme c'était le cas pour Mariam Pougetou, de représenter un syndicat, puisqu'elle a été élue à la tête de ce syndicat, ou le pouvoir, comme c'était le cas pour Menel, d'être une artiste et d'inspirer des gens à travers son travail. Donc il y a ces deux dimensions-là. Donc on peut parler d'un racisme institutionnel, d'une islamophobie institutionnelle. Il y a surtout sur le deuxième point que tu viens d'évoquer. On a raison de dire que la deuxième dimension, puisqu'elle est liée au pouvoir, elle convoque la responsabilité des élites. Les élites, c'est bien sûr les élites politiques qui gouvernent le pays, c'est aussi des élites médiatiques, des élites intellectuelles, des élites idéologiques et économiques. Et le gouvernement, sa responsabilité, elle est double. D'abord, il y a une responsabilité vis-à-vis de tous les citoyens, c'est de leur donner un égal accès aux ressources, aux formations, aux services publics, et puis de lutter contre toutes les formes de racisme, et de considérer que quand Mariam est visée, quand Yacine est visé, quand Rokhaya, Menel ou n'importe qui d'autre est visé, c'est de l'ordre de sa responsabilité d'intervenir pour que ce type de polémique
trouve sa fin. Et puis il y a une deuxième responsabilité, malheureusement, c'est que parfois le gouvernement, par son manque d'action ou parfois par sa validation politique, va être responsable de la continuation ou de l'émergence de formes de racisme. Quand on voit le traitement qui est infligé aux migrants, quand on voit le traitement qui est infligé aux réfugiés, aux Noirs, aux Arabes, à travers des contrôles aux faciès qui sont répétés, et qu'on voit que pour qu'un Noir soit respecté, humanisé, traité de manière correcte lorsqu'il est un migrant, il faut qu'il accomplisse des actes héroïques. Ça nous interroge collectivement sur la manière dont on traite nos minorités, et le gouvernement a une responsabilité dans le fait de lutter contre ce type de comportement. D'accord. Lorsqu'on dénonce l'islamophobie, on demande souvent aux musulmans de France d'en faire plus, surtout sur la question du terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez? De manière générale, quand il y a du sexisme, c'est pas de la faute des femmes. Quand il y a de l'antisémitisme, c'est pas de la faute des juifs. Quand il y a de l'islamophobie, je vois pas pourquoi ce serait de la faute des musulmans. Des gens qui sont visés parfois par des actes de violence ou de discrimination n'ont rien fait pour le mériter. Et l'accusation ou la demande aux musulmans, qui est une injonction systématiquement de dire on vous respectera quand vous lutterez contre le terrorisme, je suis désolé de le rappeler, c'est pas la responsabilité des musulmans d'assumer des questions de sécurité, c'est la responsabilité de l'État. Mais par contre, la responsabilité des musulmans, c'est de se donner aussi des moyens éducatifs et des moyens d'action sociale pour qu'au sein des communautés musulmanes, tout le monde se sente pris en charge et pris en compte correctement pour pas qu'on ait des dérives marginales. C'est une problématique qui touche bien sûr des communautés, c'est aussi une problématique qui touche des États, et chaque État a une manière de répondre différente et adaptée au terrorisme en fonction des menaces qui sont à l'œuvre. Les États-Unis ont des menaces de groupes qui parfois se revendiquent de l'islam, mais aussi d'une forme de terrorisme d'extrême droite. Même chose en France ou en Angleterre. Des pays comme la Turquie sont pris dans un étau, d'une part avec des groupes comme Daesh, de l'autre par des groupes comme le PKK. Et donc chaque État, en fonction des menaces sécuritaires auxquelles il fait face, va développer une politique antiterroriste qui lui semble adaptée. Et il faut rappeler aussi que l'ensemble de ces politiques doit être respectueuse des droits humains, et quand on identifie parfois des dérives de l'antiterrorisme en France ou en Angleterre ou aux États-Unis, il faut être capable aussi de dire voilà, la sécurité ne doit jamais être mise en concurrence avec les libertés fondamentales. Surtout qu'en France, on parle donc du phénomène de la radicalisation, mais c'est une conséquence, je dirais, de ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous ne sommes pas responsables de la guerre en Irak, et nous ne sommes pas responsables aussi du printemps arabe. Quand on voit 100 profils de gens qui rejoignent Daesh, ou quand on voit 100 profils qui vont se tourner vers des modes d'action qui sont de la violence politique, qu'on qualifie de terrorisme parfois à juste titre, on se rend compte qu'il y a autant de causes et de parcours qu'il y a d'individus. Certains ont un niveau de consentement idéologique très fort dans cette violence qui est exercée, d'autres ont des parcours de marginalité ou d'exclusion sociale ou d'instabilité psychologique, et il n'y a pas une cause en particulier qu'on pourrait identifier. Il y a une pluralité des causes parce qu'il y a une pluralité des parcours. Il y a autant de raisons de sombrer dans le terrorisme qu'il y a de raisons de sombrer dans la criminalité. Et encore une fois, c'est de l'ordre de la responsabilité individuelle qu'il faut pointer, pas de la religion des personnes ou de leur couleur de peau ou de leur origine. Tout à fait. Alors, nous avons invité sur ce plateau notamment pour discuter d'une démarche que vous avez entreprise il y a de ça quelques semaines, qu'on appelle donc la consultation des musulmans de France. Alors vous avez lancé cette grande consultation des musulmans de France. Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette démarche? Moi, je sillonne la France depuis des années auprès de toutes les communautés, que ce soit les étudiants, que ce soit les quartiers populaires, les communautés musulmanes, toutes tendances confondues. Et il y a toujours ce constat de dire on en a tellement marre de la manière dont les musulmans sont traités, collectivement et individuellement, y compris sur le plan politique. On en a marre aussi d'être dans un constat critique sans proposer autre chose. Donc comment est-ce qu'on pourrait proposer autre chose? Déjà en demandant l'avis des premiers concernés. Donc l'idée, elle part de là, et puis de la frustration qui naît après les années, systématiquement de voir des gens qui connaissent rien à la réalité et à la vie des musulmans au quotidien, et qui vont faire des annonces pour expliquer, voilà, les musulmans doivent faire ceci ou les musulmans doivent faire cela. Qu'on laisse les musulmans tranquilles. Ils sont 4,5 millions, peut-être 5 millions d'individus en France. Ils ont toutes les compétences nécessaires pour s'organiser. Peut-être que si on leur donnait la parole et que si on leur demandait leur avis, ils seraient capables même d'identifier des besoins et puis de proposer des solutions. C'est tout le sens de la démarche. Alors moi j'invite l'ensemble de nos internautes, de ceux qui nous suivent sur Média France TV, d'aller sur le site internet, donc consultationdesmusulmansdefrance.fr. Consultationdesmusulmans.fr, oui. Consultationdesmusulmans.fr. Donc d'aller sur ce site internet, ça vous prend 2 minutes.
Donc il y a quelques questions à répondre et je pense que vous allez participer à une grande cause. Donc tout ce que Marwan Mohamed vient d'expliquer. Mais pour que la démarche soit mieux comprise, je vais vous inviter à visionner donc un clip que vous avez préparé, donc qui est qui est disponible sur YouTube. Ça dure quelques minutes et nous continuons le débat, la discussion. Alors bonjour, salam à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, attention, on va parler d'un sujet sensible, c'est l'islam de France. L'islam de France. L'islam de France. Mais genre, en fait, il y a une version de l'islam par pays, avec 197 pays qui sont reconnus à l'ONU, donc ça fait quand même beaucoup. Bref. L'islam de France, c'est le débat auquel la terre entière est invitée à participer, la terre entière, sauf les musulmans. Oui, parce qu'apparemment, tout le monde a un avis sur le sujet. Si j'avais été musulmane, l'islam musulmane, sur l'islam, des musulmans, de l'islam, musulmane, des musulmans, contre l'islam, l'islam pour l'islam, les musulmans, l'islam des musulmans, l'islam des musulmans. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Avec l'islam, les musulmans, non l'islam, confession musulmane. Bref, on va arrêter ce cirque. Et si on parlait pendant 2 minutes sérieusement? Il y a plus de 5 millions de musulmanes et de musulmans en France. Il y a parmi eux des ouvriers, des médecins, des enseignants, des boulangers, des ingénieurs, des artistes, des sportifs, des sages-femmes. Parmi eux des riches et des pauvres. Il y a des jeunes et des personnes âgées, des gens de toutes les origines et de toutes les opinions. Parmi eux aussi tous les talents dont on a besoin pour accomplir de grandes choses et de grands projets. Donc à un moment donné, j'ai une idée qui est complètement dingue et qui peut vous paraître révolutionnaire. Et si on leur demandait leur avis? Et si on les interrogeait sur les sujets qui les touchent? Et si on les consultait sur des questions qui les concernent? Et si demain, il y avait une instance chargée de nous représenter et d'organiser nos affaires, franchement, ça me ferait un minimum plaisir. Ce serait quand même le strict minimum qu'on nous demande notre avis, non? Sauf si vraiment on se moque de nous. Sauf si vraiment on se moque de vous. Sauf si vraiment on en est au point où on se moque de tout. Plutôt que de rester dans le constat, moi je vous propose quelque chose de très simple. Et si on organisait les choses nous-mêmes? Et si on prenait notre destin en main? Et si on s'exprimait sur des questions qui nous concernent? Plutôt que d'attendre que des ignorants le fassent à notre place. C'est précisément ce que je vous propose de faire à travers cette consultation des musulmans. C'est quoi? C'est très simple. Vous trouverez en dessous de cette vidéo un lien avec un site de consultation où vous pouvez vous exprimer. Ça prend juste 5 minutes, on vous pose des questions très simples qui vous permettent de donner votre opinion sur tel ou tel sujet. 5 minutes, c'est pas grand chose, mais ça peut tout changer. Vous pouvez vous exprimer sur les questions qui comptent pour vous, que ce soit l'organisation des mosquées, que ce soit l'éducation, que ce soit l'abattage rituel, la lutte contre l'islamophobie ou tout autre sujet qui vous tient à cœur. Alors s'il vous plaît, prenez ce temps, exprimez-vous sincèrement, dites ce que vous avez sur le cœur, prenez votre destin en main. Sinon d'autres le feront pour vous, voire parfois même contre vous. Remplissez le formulaire, faites-le remplir aussi à votre famille, à votre entourage, pour que les choses changent. Aidez les personnes, notamment les plus âgées, qui parfois n'ont pas accès à Internet. Plus on sera nombreux à participer à cette consultation, plus elle sera légitime et plus elle enverra un message fort. Ben, vous me direz, même si on n'était que 10 à répondre, ça serait déjà 10 fois plus légitime que ce qui est fait à l'heure actuelle. Il y a 2 chemins possibles. Soit on ne se mobilise pas, pour plein de raisons. Parce qu'on pense que d'autres le feront pour nous, parce qu'on pense qu'on n'a pas le temps, parce qu'on pense que ça sert à rien. Et dans ce cas, il faut plus se plaindre. Puisqu'on ne veut pas prendre 5 minutes de notre temps pour s'organiser, parce que 5 minutes c'est déjà trop. Soit on se saisit de ce moment historique pour changer les choses. Pour nous, pour nos enfants, pour notre entourage, pour les gens qu'on aime, en nous exprimant, en agissant, en ne laissant personne s'exprimer à notre place et décider à notre place, en relevant la tête avec dignité, sans demander rien de plus que ce qui est notre droit le plus strict, la liberté de choisir pour nous-mêmes et par nous-mêmes notre foi et la manière de la pratiquer. Parce que dans la vie, soit on a des actions, soit on a des excuses. Maintenant, c'est à vous de jouer et je compte sur vous. En tout cas, c'est un très joli clip. Tu le dis avec amour et passion. Donc, tu demandes aux personnes d'intervenir en écrivant ce qu'ils ont sur le cœur. En tout cas, tu parles avec le langage du cœur. C'est un très joli clip. Merci. Qu'il faut diffuser largement. Partagez-le. Et surtout, n'oubliez pas de participer à cette grande consultation qui sera grandement profitable pour la communauté musulmane de France. Alors nous continuons notre discussion. Qu'est-ce que vous pensez actuellement de la représentation du culte musulman en France? J'ai un constat mitigé. D'abord, je suis pas dans une situation à plaindre personnellement. J'ai droit à la parole publique, je m'exprime librement, donc je n'ai pas besoin de représentants. Et la plupart du temps, les musulmans, ils se représentent eux-mêmes. Je me représente tout seul et c'est déjà très bien comme ça. Mais par contre, je note qu'il y a quand même une frustration sur la manière
et sur la représentation qui est donnée des musulmans. Quand on voit le décalage entre la réalité, où il y a des musulmans pleins de talents, de toutes les origines, de tous les parcours, et la réduction qui en est faite dans certains médias et dans certaines représentations politiques, il y a quelque chose qui est de l'ordre du choix délibéré et qui est au bout du compte humiliant, qui touche à la dignité des musulmans aussi. Et ce déficit de représentation et cette mauvaise qualité de représentation-là, elle se ressent dans les consultations de terrain qu'on fait, que ce soit dans les mosquées ou dans les associations. Ça, il va falloir l'entendre très fort. Mais plutôt que de rester dans ce constat critique, qui est parfaitement légitime par ailleurs, il faut qu'on essaie aussi de se mettre dans une situation de responsabilité et à chaque fois qu'on identifie un problème, de proposer ou de faire l'effort de proposer une solution. Il y a un problème de représentation, super, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on agit et on propose des solutions, on essaie de dire comment est-ce qu'on va agir sur tel projet, sur tel autre, sur telle thématique, pour voir émerger de nouveaux visages, de nouvelles personnalités, de nouvelles structures, soit on fait rien et à ce moment-là, il faut arrêter de se plaindre. Donc là, vous avez pris votre bâton de pèlerin, vous sillonnez les 4 coins des différentes régions de France. Donc actuellement, vous êtes en Alsace, à Strasbourg. Je dirais, c'est quoi l'étape suivante après cette consultation? D'abord, il faut capitaliser sur ce succès de la consultation. Il faut continuer à faire en sorte de consulter le maximum de personnes sur le terrain, que ce soit moi personnellement pendant ce Tour de France ou mon équipe et le groupe de travail qui a préparé cette consultation en amont. On est tous vraiment sur le front, auprès des gens, auprès des structures, auprès des associations, mais vraiment quasiment 24/24, pour faire en sorte que jusqu'à la clôture de la consultation de mi-juin, ça soit un succès. Ensuite, il va falloir restituer cette parole. C'est ça le plus important. Ce qui est important, c'est ce qui est dans les questionnaires. Le contenu. Qu'est-ce que les musulmans ont à nous dire? C'est 20 000 personnes, c'est des gens qui se sont exprimés spontanément, donc c'est pas des techniques d'échantillonnage représentatives comme ce serait dans une étude universitaire, mais néanmoins c'est significatif, et cette parole, il va falloir l'entendre et la prendre en compte. Et ensuite, par rapport aux besoins qui vont être exprimés, il y a une responsabilité pour les gens comme toi et moi, et pour tous les cadres associatifs et religieux des communautés musulmanes. Voilà les besoins qui ont été exprimés. Qu'est-ce que nous on fait pour répondre à ces besoins? Est-ce que les structures musulmanes, les associations musulmanes, les cadres associatifs et religieux musulmans sont capables d'entendre ça et de proposer des choses pour répondre à ce besoin? C'est ça le vrai enjeu. Et ça, c'est une responsabilité collective, c'est pas juste quelques personnes qui doivent s'en occuper. Alors la place des communautés musulmanes et surtout les originaires de Turquie. Tu es en Alsace, tu sais qu'aujourd'hui en Alsace il y a une grande communauté turque en raison de l'histoire, la proximité avec l'Allemagne, et qu'il y a une grande communauté turque qui se situe donc à l'est de la France, principalement dans le Grand Est, mais surtout en Alsace. Est-ce que tu penses que la communauté ou les originaires de Turquie ont un rôle à jouer dans cette démarche, dans cette grande consultation? Je pense que les communautés turques en particulier ont vraiment un rôle majeur à jouer, et pour une raison simple. Ça fait des années que je vais de ville en ville partout en France, et il y a quelque chose qui se dégage au sein des communautés turques, toutes tendances confondues, toutes structures confondues. C'est une expérience de terrain et une capacité à concevoir des infrastructures qui sont efficaces. Des associations, des mosquées, des centres culturels, des lieux d'accueil où tout le monde peut se retrouver. Donc cette expérience en termes d'infrastructure, de stratégie, de planification, c'est aussi une responsabilité de la mettre au service des autres. Cette maturité associative et cette indépendance aussi, du point de vue du fonctionnement et de l'autonomie financière, ça convoque une responsabilité. Que ce soit dans la génération de nos parents, pour ceux qui sont d'origine turque, ou que ce soit dans la génération des plus jeunes qui ont accès à des études, qui ont accès à la parole publique. Donc ce dynamisme-là que j'observe au sein des communautés turques locales, il faut qu'on le retrouve aussi dans l'engagement. Et il y a quelque chose qui est dit souvent et que je pense être faux, c'est que les Turcs sont cloisonnés, les Turcs restent entre eux. C'est pas une réalité, sinon je serais pas très régulièrement invité au sein de ces structures. Et quand ces projets se montent, en général, il y a une invitation de toutes les structures de la ville. Donc au contraire, il y a clairement un héritage turc, aussi un héritage linguistique qui fait que traditionnellement il y a cette volonté de se centrer, d'hériter, de partager cette culture turque, mais aussi une très grande ouverture et des projets qui sont mis dans une logique de main tendue vis-à-vis du reste de communautés musulmanes. Ça,
ça me fait espérer, de la part des communautés turques et des fédérations turques, le fait de montrer l'exemple, le fait de prendre des responsabilités, le fait de participer et d'apporter leur pierre à l'édifice, cet édifice de refondation des communautés musulmanes, cet édifice aussi de libération des organisations musulmanes pour qu'elles soient dans un rapport d'égalité et de coopération, bien sûr, avec les pouvoirs publics, mais aussi d'être capable de faire preuve d'indépendance. On nous répète à longueur d'année le mot laïcité comme un principe fondateur. Très bien, prenons cette notion-là au mot, c'est aussi l'indépendance des structures religieuses vis-à-vis du pouvoir politique. Et ça, c'est très important de le rappeler. Alors nous arrivons à la fin de notre émission. On te remercie de ta présence. Peut-être prendre tes dernières phrases. Si tu as un message particulier à faire passer, la parole est à toi. Souvent, quand on a nos invités, à la fin de l'émission, on leur laisse toujours la parole pour un dernier message. Tout à l'heure, tu as évoqué la vidéo en disant que je m'exprimais avec le cœur. Je suis quelqu'un qui planifie énormément les choses et j'essaie d'être autant précis que possible dans mon travail. Mais j'ai aussi cette intention du cœur et j'essaie de faire en sorte que ça se retrouve dans l'ensemble de mes propos et dans l'ensemble de ce que je dis. Donc aujourd'hui, il y a un appel de l'esprit et un appel du cœur à œuvrer pour refonder les communautés musulmanes, pour les organiser, pour les doter de moyens de changer la situation. Les moyens de l'esprit, c'est d'être capable de planifier, d'être capable de monter des grands projets et de les mener à bien. L'effort du cœur, c'est de formuler une bonne intention et d'avoir cette dignité, cette espérance pour soi-même et pour les autres, de changer les choses, de faire avancer les communautés musulmanes. Et enfin, un dernier mot, en particulier pour les publics qui sont les plus jeunes, ceux qui sont étudiants, ceux qui sont adolescents, ceux qui sont jeunes adultes, et qui prennent leurs premières responsabilités, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu associatif. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'à force de regarder la télé, de regarder ce qui se dit parfois des musulmans, parfois ça peut peser sur le moral. Et moi je vous dis de vous libérer de ça. Ce qui est dit de vous ne raconte rien de votre histoire, mais dit tout de ceux qui prononcent ces propos, de ceux qui vous visent. Il faut faire votre vie, il faut mener vos projets à bien, il faut avoir des espoirs, il faut avoir des grands projets en tête, il faut vous libérer, il faut être fier de vous, il faut être digne, et puis ensuite il faut laisser les autres commenter. Si on fait ça, dans 3, 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on sera dans une situation totalement différente. On ne sera plus assis dans le siège de problème, mais on sera en situation de solution. Ce sera bien pour nous individuellement, ce sera bien pour les communautés musulmanes, mais surtout ce sera bien pour le peuple français, parce qu'on sera dans une situation où on peut aller aider les autres, où on peut tendre la main aux autres, et on ne sera plus dans cette situation où certains voudraient nous assigner à la marge de la communauté nationale, mais on sera au cœur des discussions, cette fois-ci, en situation de proposer des solutions. En tout cas, sur ces belles paroles, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Mesdames et messieurs, chers internautes de Média France TV, je vous dis à mercredi prochain avec un nouvel invité. Et surtout, n'oubliez pas de dire à ceux qui vous sont proches, à ceux qui vous sont chers, que vous les aimez. Et je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt.